Bon, ben, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je vais mettre le diaporama en route. Partager. Hop. Diaporama. Quand même. Voilà, c'est parti. Donc, on va commencer. On va parler aujourd'hui donc de la gestion du poids. C'est une question d'actualité parce que l'hiver c'est fini bientôt. Enfin, il est fini. On est en plein printemps. On va bientôt sortir de nos maisons et on a pris quelques kilos après l'hiver pendant le confinement. Et donc, la remise en forme est d'actualité, d'autant plus qu'avec les événements récents, on s'en est aperçu que le poids, c'est un facteur de risque aggravant de faire une maladie grave et finir en réanimation. Donc, il est encore plus urgent de prendre ça au sérieux et prendre conscience de l'importance de gérer bien son poids. Vous voyez bien l'écran? Ok, donc Oui, c'est pour impeccable. parler, c'est bon? Oui, c'est impeccable. Je vais enlever parce que là, j'avais les fenêtres, je ne voyais pas à mon écran ce que voyaient les personnes. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, l'obésité, on définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Jusqu'à là, ça c'est une définition internationale qui est communément, tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi ça? Voilà. Donc, à partir du moment où on accumule de la graisse, donc il y a des différents degrés de surpoids, de l'obésité. Donc, on le calcule comment? On le calcule donc par l'index de masse corporelle. Ça, c'est un rapport du poids par rapport à la taille au carré. C'est un calcul très simple. On peut le faire sur Internet ou chez soi tranquillement pour voir où est-ce qu'on en est, tout un chacun. Donc, le poids normal se situe entre 18 et 25. Au-dessus de l'index de 25, on est en surpoids. Entre 30 et 35, on bascule dans l'obésité. 35 et 40, c'est déjà une obésité sévère. Et au-delà de 40, c'est ce qu'on appelle obésité morbide, là où les choses vont vraiment pas bien. Donc l'obésité dans le monde, c'est un problème de notre civilisation, de nos temps actuels, parce que ça concerne quand même 1,4 milliard de personnes de plus de 20 ans dans le monde, selon les estimations donc, de l'Organisation mondiale de la santé, et même dans les estimations d'ici 2030, les personnes en surpoids devraient être au plus de 3 milliards sur Terre. Donc ça, c'est le facteur de surmortalité. Un décès sur 5 dans le monde est lié au surpoids. Là aussi, c'est très important de prendre conscience de l'obésité dans le monde parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2010, l'obésité, il y a plus de gens obèses sur Terre que de gens en surpoids. Donc, depuis l'année 1990, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup, il y avait 3% d'obèses dans le monde. Donc, jusqu'à actuellement, où on arrive à une 12% d'obésité dans le monde et proportionnellement, elle a dépassé les gens maigres. Donc, il y a on peut dire, une épidémie, une pandémie mondiale qui a dépassé donc, les personnes maigres en sous-poids dans le monde. En France, donc les choses, comment elles se présentent? Elles se présentent, donc l'évolution dans le temps, elle ressemble plutôt à une carte électorale. Hein. Donc en 2097, il n'y avait pas beaucoup de personnes en surpoids, c'était uniquement dans la région du Nord, il y avait 12 à 14%. Mais actuellement, donc en 2009, donc 20 ans plus tard, on se rend compte que plus un quart de la France, essentiellement dans les régions du Nord, l'obésité a beaucoup progressé. Il y a plus de 16% de personnes obèses
dans le monde. Obésité concerne plus les femmes que les hommes, et dans le temps, donc cette tendance se confirme. Mais elle est mesurée ici pas par le poids, mais aussi un autre indicateur, c'est le tour de taille qui augmente de façon constante dans le temps. Donc ça, ce sont des indicateurs qui nous disent qu'on ne prend pas forcément le bon chemin. Et le fait d'avoir des enfants, et pour les enfants, ce n'est pas une bonne chose d'avoir les parents obèses, parce que les enfants, si un des deux parents est obèse, ils ont déjà 40% de chances d'être en surpoids ou obèse. Et 70% si les deux parents sont obèses, mais actuellement, on arrive même à 80% de chance ou de malchance pour l'enfant d'être obèse si ses parents sont obèses. Quelles sont les causes? Pourquoi on prend du poids? Là, depuis 40-50 ans, donc les causes sont multiples. Donc, on évoque les causes génétiques, les causes alimentaires, socio-psychologiques, les régulateurs de la faim, donc faim, satiété, on mange plus peut-être, et enfin, donc, il y a le tissu adipeux qui est quand même pas pour rien. Donc, on va voir un petit peu toutes ces causes pour comprendre pourquoi on prend du poids. Les vraies causes génétiques des mutations génétiques, on les entend, elles sont assez rares dans le monde, ils ne représentent que 1% des cas. C'est la mutation du gène de la leptine. Après, les causes, elles sont multifactorielles. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans la prise du poids, dans l'obésité. Mais ces gènes, pour qu'ils s'expriment, ça veut dire qu'il y a l'environnement aussi, le mode de vie joue un rôle très important. Mais ça n'explique pas tout. Mais il y a un exemple flagrant dans le monde de développement de surpoids et obésité. Ce sont les Indiens d'Amérique, c'est les Indiens Pima, qui il y a une centaine d'années, c'était une population c'était des athlètes sportifs qui vivaient en autarcie en parfaite santé. Et depuis l'expansion par les Américains, ils ont été réduits à la vie dans les réserves avec une alimentation et le mode de vie des Américains qui les ont colonisés. Et donc, on arrive aujourd'hui à une population des personnes obèses avec l'explosion de maladies dites de civilisation comme le diabète. Et puis, donc, les habitudes alimentaires et le socio-psychologique. Donc, nous ne mangeons plus comme nous mangeaient nos grands-parents, encore moins comme mangeaient nos grands-parents. Nous mangeons beaucoup trop d'aliments transformés qui sont pauvres en micronutriments, qui sont très riches en calories, qu'on s'appelle les calories vides parce qu'elles sont vidées donc des nutriments. Sont pour beaucoup des plats préparés. On mange de moins en moins à table en famille traditionnelle. On grignote tout au long de la journée. Ça s'appelle le snacking. Donc, n'importe quand, n'importe quelle heure du jour, de la nuit, on peut trouver des endroits où acheter de la nourriture et manger. Même les boissons, on boit moins de l'eau, on boit beaucoup de soda, des boissons caloriques, des jus, des jus de fruits. On rajoute des édulcorants qui n'arrangent rien à la gestion de l'appétit. Et puis voilà, les fast-food, la télé, la facilité, et puis de laisser aller, et puis on fait comme les autres, et puis petit à petit, la société s'enfonce. Donc, nos repas aujourd'hui, elles sont pleines de calories vides. Donc, la farine blanche, le pain blanc, les jus de fruits plutôt que des fruits. Alors, il faudrait que nous mangions plus de céréales complètes avec le pain complet, plutôt des fruits que des jus de fruits qui seraient beaucoup plus riches en vitamines, en minéraux comme calcium, fer ou le magnésium. Aussi, il ne faut pas oublier les fibres alimentaires qui sont indispensables pour l'intestin. Nos bactéries intestinales se nourrissent en fait de fibres que nous mangeons. Après, les causes socio-psychologiques,
c'est le fameux stress. On vit tous dans un monde de fous. On est tout le temps stressé. Le matin, on se réveille, déjà on est stressé. Le soir, on se couche, on est stressé. Et donc, ce stress, ça nous gonfle. En fait, ça s'appelle le stress chronique qui nous gonfle. Et on vit avec. Ça a un effet néfaste sur le fonctionnement de nos hormones qui n'ont pas été habituées. Ils ne sont pas programmés pour gérer ce stress constant tout le temps. Et le système est complètement perturbé et ce cortisol qui est sécrété en permanence en réponse au stress qui devient chronique conduit en fait au développement de tissus gras. Donc éventuellement aussi notre activité physique a beaucoup diminué en nous passant beaucoup plus de temps sur notre canapé à grignoter, surtout le soir devant la télé, donc beaucoup moins d'activité physique. Donc les muscles sont moins développés et à la place des muscles, c'est le gras qui se développe. Et donc là, notre dépense énergétique est de moins en moins importante, donc on n'a pas besoin autant du muscle, donc c'est le gras qui prend la place. Et puis on prend du plat, encore un autre facteur qui se rajoute pour que nous prenions du poids. Mais alors après, il y a la faim et la satiété. Comment dire, mais comment ça marche? Ça se passe dans le cerveau. Donc, pour réguler la faim et la satiété, depuis l'évolution, depuis les temps anciens, on arrivait à gérer bien la faim et la satiété qui fonctionne comme un contrebalancier. Si on a des signaux de la faim, ça veut dire qu'on n'a pas des signaux de la satiété, ou quand on est rassasié, on arrête de manger et puis la faim s'arrête. Donc ça, c'est géré par les hormones. C'est l'hormone qui s'appelle la gréline, qui, quand le moment du repas vient, elle est sécrétée par l'estomac qui stimule le cerveau et on se met en quête de nourriture. On a faim, on prépare notre repas. Nos ancêtres allaient à la chasse et puis donc le processus de mise à table s'est préparé. Si on se met à table, on mange, donc l'estomac s'est rempli, on arrête de sécréter la gréline, la nourriture est absorbée, le tissu adipeux reçoit les aliments que nous avons mangés et envoie un signal dans notre cerveau. Ce signal, c'est l'hormone qui s'appelle la leptine, donc qui est à son maximum après le repas. Et on sait qu'on est rassasié, on est bien repu, tout va bien, on digère. Et ce processus est naturellement prévu dans notre organisme qui de fonctionner de façon cyclique. À peu près toutes les 3-4 heures, la gréline augmente, donne-nous un signal pour qu'on se mette à table. Et puis, donc, on mange, hop, elle diminue, et ainsi de suite. Mais si on vit dans notre monde moderne, plein de tentations alimentaires, plein de grignotages où nous n'avons pas bien mangé, ou allez tiens, je grignote ici, ça me plaît, etc. Si c'est complètement décousu, où on est stressé, on se console avec de la nourriture, c'est signaling au départ tout à fait cyclique et bien programmé, est complètement déconditionné. Donc les hormones du fin de la société ne fonctionnent pas comme ils devraient dans l'organisme. Voilà, et donc tout ça se passe dans le cerveau. Donc je vais vous expliquer comment cette régulation se fait exactement. Donc le cerveau reptilien, ça c'est le cerveau archaïque, c'est la plus vieille partie du cerveau qui date au temps de l'évolution des espèces à partir de juste 400 millions d'années environ. Donc ça c'est la partie du cerveau qui nous assure les fonctions vitales. Manger, c'est reproduire, combattre éventuellement ou fuir si on ne peut pas combattre. Donc ça, ce sont des réactions automatiques sur lesquelles on n'a pas d'influence. Ça, c'est un apprentissage qui s'est fait au fil du temps, au fil de l'évolution. Et donc, on a faim, on mange. Une fois on a fini de manger, le signal de satiété arrive, on arrête de manger, on digère.
Puis avec l'évolution, il y avait apparu le système limbique, donc le cerveau un petit peu plus évolué, où nous avons commencé à apprécier le goût des aliments, la palatabilité, les odeurs, des saveurs. Nous avons appris à manger ensemble, de partager le bon repas. Ce qui a fait qu'il y avait des apprentissages qui se sont mis en place. Nous avons apprécié, c'était bon, c'était sympathique, ça nous donnait du plaisir de manger ensemble, de manger certains aliments qui étaient beaux pour les yeux, qui étaient encore meilleurs au goût. Et donc, ça a conditionné notre comportement alimentaire. Et puis, la dernière partie du cerveau qui est arrivée le plus tard dans l'évolution, c'est le néocortex, qui est donc la plus jeune, mais date seulement de à peu près 6 millions d'années, qui est fixe maintenant donc, pour l'espèce depuis 200 000 ans. Et donc ça, ce qu'on peut appeler, c'est la vision à long terme. On peut dire que c'est la partie du cerveau qui est responsable de notre conscience, que nous prenons conscience, que nous avons faim, que nous mangeons, que nous sommes rassasiés, que nous apprécions les saveurs, nous apprécions la convivialité. Donc ça, c'est le cerveau. Comme on voit, il enveloppe les autres structures. Donc, quelque part, il a un droit de regard sur les parties inférieures, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Mais le limbique et reptilien, on peut dire qu'il fonctionne un peu en pilote automatique. C'est comme si c'est codé dans notre mémoire ancienne. On le sait que le fer est chaud, donc ça n'arrive pas à la conscience, mais on a déjà enlevé la main du fer pour ne pas se brûler plus longtemps. Donc ça gère à peu près la même relation. Mais les interactions qui sont dans notre cerveau, les publicitaires donc de l'industrie agroalimentaire, ils sont très bien compris. Et donc, ils exploitent Ciphyllon pour jouer justement sur nos émotions qui nous pourrions associer à certains aliments pour que nous mangions plus. Et si nous ne prenons pas conscience de ce que nous mangeons n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, et le signaling de faim et de satiété se dérègle complètement, et puis on arrive à des catastrophes de prise de poids. Et pour finir, il ne faut pas, dans ces régulateurs de la fin de la société, oublier notre microbiote intestinal. On peut dire que c'est un chaînon manquant parce que nous sommes en fait ce que nous mangeons et notre microbiote, il est comme notre alimentation. Il s'adapte à ce que nous mangeons. Et de temps en temps, on ne sait pas si c'est nous qui commandons notre conscience ou c'est le microbiote par le dialogue avec notre cerveau qui règle nos émotions et notre fonctionnement de l'organisme parce qu'il a donc déjà par 4 voies, il peut communiquer avec notre cerveau, il envoie des signaux. Aussi, s'il est dysfonctionnel, ça peut influer donc, au niveau du fonctionnement de notre foie. Ça augmente l'inflammation dans l'organisme et l'inflammation dit encore augmentation de la masse grasse et aussi ça peut diminuer donc, la force musculaire, l'énergie dans les muscles. Et évidemment, donc, notre barrière intestinale n'est pas fonctionnelle, ce qu'on appelle la dysbiose, elle est poreuse et ça ne se passe pas bien du tout. Donc, si nous mangeons pas bien, donc gras et sucré, ça provoque donc la porosité intestinale. Donc, toutes les bactéries intestinales peuvent davantage passer la barrière intestinale, sont reconnues par les cellules de l'immunité qui se trouvent juste en dessous. Ça provoque donc une inflammation généralisée. Aïe, 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 catastrophe, on a mal partout et la santé en prend un coup. Et les bactéries
qui sont présentes quand nous mangeons trop de lipides, donc les bactéries dysbiotiques, se mettent à fonctionner pour extraire un maximum de l'énergie, maximum de nutriments que nous mangeons, encore plus ce qu'il en faudrait. Et davantage de cette extraction de substances énergétiques de l'intestin, des nutriments, provoque forcément encore plus d'augmentation de tissus gras parce qu'évidemment, tout ça, moindre calories que nous mangeons, elle est stockée, rien n'est perdu. Voilà. Donc, tout ça, c'est stocké dans le tissu gras. Donc, ça, c'est qui est une réserve de l'organisme pour l'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des survivants de l'évolution de notre espèce. L'humanité, pendant des millénaires, des millions même d'années, a survécu aux disettes, aux famines, aux différentes conditions de vie, aux épidémies et autres. Et nous avons développé des mécanismes de survie qui étaient de stocker. Notre corps n'a jamais été habitué à vivre dans une abondance de nourriture que nous vivons de nos jours. Donc, vu que c'est codé dans nos gènes, ils stockent. Donc, les gens qui stockent encore plus que d'autres en mangeant plus, donc ce sont des survivants. Donc, pour eux, c'est prévu de manger un maximum, pour stocker un maximum. Donc, mais nous stockons du gras, nous ne stockons pas le hamburger que nous mangeons. Donc, toutes ces calories, c'est notre corps, notre foie qui les transforme en graisse, en tissu gras. Donc, ce sont des acides gras libres qui sont stockés sous forme de triglycérides. Et à partir souvent des sucres donc, qui arrivent donc avec l'intestin dans notre sang. Et pour ne pas avoir trop de sucre dans le sang, l'organisme sécrète de l'insuline pour faire entrer le sucre dans le sang, normaliser la glycémie. Mais comme ça arrive tout le temps, pareil à un dérèglement, on ne devient pas sensible, il y a trop d'insuline par rapport à ce que l'organisme peut faire et on arrive à des étapes de résistance, tout se dérègle et voilà, le gras s'accumule et on devient obèse. Mais le tissu gras, c'est une glande endocrine, c'est juste pas un tissu inerte qui ne sert à rien. Le tissu que le monsieur a dans le ventre, c'est une bombe à retardement. Il sécrète plein de différentes substances que l'on appelle les cytokines, qui forment de l'inflammation dans le corps. Et c'est très dangereux parce que ça agit à peu près au niveau de tous les organes et ça a un réel problème pour la santé. Donc, pour faire de la graisse, le processus, on l'appelle la lipogénèse. C'est une accumulation des triglycérides dans les cellules graisseuses. Donc, elles se gonflent du gras. Ensuite, elles se divisent pour en faire encore plus et encore plus. Et elles ne meurent jamais. Une fois elles sont multipliées, une fois elles sont installées, on peut les dégraisser, mais elles ne meurent jamais. Elles ont juste une seule envie de devenir grosses à nouveau. Si maintenant on arrive à une période il n'y a plus de stockage, le processus inverse s'appelle la lipolyse. Donc, on sort les triglycérides des tissus gras, revient dans le foie ou dans les organes où on a besoin et on utilise pour fabriquer de l'énergie pour le fonctionnement du corps, en particulier du muscle. Ok. Donc, vous avez vu tout à l'heure l'obésité. Aussi, on suivait la courbe de l'évolution de l'obésité par rapport au tour de taille. Donc, cette obésité qui est dangereuse pour notre corps c'est l'obésité abdominale. C'est l'obésité, le tissu gras qui est accumulé autour des viscères dans le ventre, que vous voyez sur le dessin. Et avec l'évolution de l'obésité depuis 40-50 ans,
Le tour de taille population a augmenté de 4,7 cm en 12 ans pour être à la normale. Donc, si c'est la moyenne. Donc, si votre tour de taille n'est pas augmenté en cette période, ça veut dire que le tour de taille d'autres personnes a augmenté beaucoup plus que ça. Donc, pour un homme, le tour de taille normal, c'est inférieur à 92 cm. Pour une femme, c'est 88 maximum. Voilà. Alors, maintenant, on va pondérer un petit peu aussi l'index de masse glycémique parce qu'une personne qui est musclée et qui pèse le même poids, donc on peut avoir un IMC, index de masse corporelle, qui est supérieur à 30. Donc, si elle monte sur la balance par rapport à la taille, elle va nous sortir obèse. Le patient qui est obèse et qui a le même poids que le sportif, vous voyez qu'ils ne sont pas dans le même cas. La seule différence entre les deux, c'est le tour de taille. Donc ça, c'est le vrai risque métabolique, parce que toutes les complications métaboliques qui donnent les complications du surpoids et de l'obésité viennent du syndrome métabolique au départ. Donc les complications, nous y voilà. Donc, on ne sait pas vraiment d'abord si c'est l'insulinorésistance ou c'est la prise de poids qui cause tous ces problèmes. En fait, tout est un peu intriqué. Tous les organes quasiment sont atteints et tous les organes payent le prix de ces stockages excessifs d'énergie dans le corps. Donc, ça augmente le risque du cancer, un peu de tous les organes. On peut faire des problèmes de gouttes, on peut avoir les problèmes de peau comme des vergetures. L'arthrose, évidemment, parce que les articulations portent beaucoup plus de poids que prévu. Aussi, cette inflammation chronique qui existe dans l'organisme fait que donc, tout est enflammé. Le niveau gynécologique, donc les problèmes des règles, les problèmes de fertilité, mais aussi c'est valable pour l'homme. Les problèmes de la libido, les problèmes d'érection, tout ça c'est l'obésité, les complications sont là. On peut faire donc les problèmes vésiculaires, donc les calculs dans la vésicule, le foie gras, mais ça c'est toute cette usine hépatique qui travaille pour transformer l'énergie que nous avons consommée en énergie en forme de stockage, donc en gras. Ce foie gras, il est d'abord stocké dans le foie avant d'être évacué ensuite dans les réserves. Au niveau pulmonaire, on peut avoir les troubles du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil, on peut avoir de la bronchite chronique, on peut être essoufflé à l'effort parce que nos poumons ne respirent pas correctement. Ça donne des problèmes donc, vasculaires, hypertension, on peut avoir, qui peut se compliquer par un AVC. Le pancréas qui est sursollicité et dysfonctionnel parce qu'on lui demande de fournir beaucoup de travail pour pallier à notre surabondance de calories. Donc, ça, à tous les niveaux, c'est pas bon. Alors, quelles sont les solutions maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réguler notre poids? Alors, première chose à savoir, c'est que les régimes ne marchent pas. Pourquoi ne marchent pas? Parce que, premièrement, ils ne sont pas personnalisés. Deuxièmement, on diminue les calories, donc détruisent les muscles qui s'atrophient encore plus, sont pas bons pour le moral, et puis le corps s'adapte. Vous voyez des personnes qui sont au régime depuis 30-40 ans et ils trimballent toujours leur surpoids. Ça peut donner des complications médicales, ça peut donner de l'ostéoporose, les problèmes de la vésicule, donc il peut y avoir aussi par d'autres problèmes, par le fait d'être en surpoids. Donc c'est pas optimal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour avoir la perte du poids durable, donc il est nécessaire de modifier de façon durable
le mode de vie et alimentation. On ne peut plus continuer comme avant. Donc, pour commencer, alimentation. Alors, comment manger? Et avant tout, c'est alimentation santé. L'alimentation santé, aujourd'hui, mondialement reconnue, c'est la diète méditerranéenne. C'est la diète optimale. Mais c'est une façon de vivre. On ne peut pas dire que c'est un régime, c'est la diète, c'est un tout, c'est un style de vie. Déjà, elle combine la modération alimentaire, une grande variété d'aliments, donc les nutriments qu'elle contient, frais, des saisons, et une vie active au quotidien. C'est résumé très bien dans cette pyramide alimentaire que vous avez dû voir déjà certainement. Donc, vous voyez que la base de cette pyramide, elle est occupée par l'activité physique pour se faire plaisir, manger avec ce qu'on aime. Activité physique modérée, n'est pas rester inactif. Chacun peut bouger à sa façon et en fonction de ses capacités. Ce qui est aussi important, c'est noter à part, boire de l'eau. 2 litres d'eau par jour pour bien s'hydrater, pour bien éliminer toutes les toxines de l'organisme, pour avoir de l'énergie. Et puis, la tâche la plus grande, vous voyez la grande part qui occupe les fruits et légumes dans notre alimentation, avec des céréales complètes. Vous avez aussi des épices, des graines, d'huile d'olive, donc pas manger moins gras, mais mieux gras. Il y a beaucoup de céréales aussi. Donc ça, c'est ce que nous devrions consommer tous les jours à volonté, sans modération. Et puis aussi, il y a des protéines végétales, des protéines animales. Donc, il y a les poissons, les fruits de mer, donc les poissons 2 fois par semaine. Les crustacés, on peut les manger 1 fois par semaine. Donc, ça apporte des protéines, ça apporte aussi les petits poissons gras, des oméga 3 indispensables pour nos membranes. La viande à modération, il y a peu de laitage. Mais on peut manger des yaourts, du lait fermenté, des yaourts, mais il y a peu de lait nature. Il y a les œufs aussi qu'on peut manger tous les jours. Et puis tout en haut, rien n'est interdit dans le régime. Mais la viande occupe la place tout au sommet, ainsi que des sucreries, de préférence maison. C'est un tout. Et on peut y arriver. Donc, résumons nos principes. Les céréales complets pour les fibres, pour les micronutriments, pour les vitamines. Ce sont également des protéines végétales. Toutes les épices, les aromates. Utilisation abondante d'huile d'olive comme corps gras. L'huile d'olive est bonne pour la santé par ses qualités antioxydantes. Il n'a pas d'effet néfaste pour l'organisme. Donc ça, il faut le savoir. Les légumes, il faut se réconcilier avec des anciennes légumineuses, comme haricots blancs, haricots rouges, le quinoa, les fèves, les pois chiches, et ainsi de suite. Les yaourts, pas de lait. Du vin rouge, un petit peu avec modération, un verre tous les jours, du resveratrol, antioxydant, c'est très bon. Les poissons, vous voyez des poulets, des œufs, aliments sucrés en quantité limitée, donc plutôt des sucres naturels, donc du miel. C'est très bien. La viande rouge, 1 fois par semaine. Et modération calorique en fonction de l'activité physique. Si on devrait maintenant le mettre dans l'assiette, parce que c'est plus facile à visualiser, donc la part à gauche, donc c'est la part qui devrait dans notre assiette quotidiennement occuper les fruits et légumes en abondance. À droite, c'est des protéines
animal et végétal. Donc, un quart, ça devrait être des protéines végétales, des légumineuses entières qui sont riches en fibres et des boissons abondantes, donc de l'eau à volonté, 2 litres par jour, boire, boire, boire. Alors maintenant, tout va bien si on est en équilibre. Maintenant, on voudrait quand même maigrir. Comment faire pour maigrir? Alimentation, donc c'est indispensable pour fournir au corps tout dont il a besoin et permettre la régulation de toutes ces fonctions physiologiques. Il y a des étapes qui peuvent favoriser la combustion des graisses. Il faut, première étape, supprimer le sucre de notre alimentation. Donc les cookies, les aliments sucrés transformés, le sirop, alcool, parce que ça nous fournit de l'énergie et ça empêche le corps de brûler les stocks qu'on voudrait perdre. Manger beaucoup plus de fruits et légumes riches en fibres qui sont rassasiantes, améliore la digestion, ça nous oblige à mastiquer, ça améliore la digestion. Et quand on est rassasié, on a envie de moins de grignoter. Si on n'aime pas les légumes, on peut le faire sous forme de smoothie et rajouter un petit peu de carottes avec du persil, le chou, le céleri, épinards, etc. Ça nous aide à mieux contrôler notre sucre dans le sang. Troisième étape qui est importante, c'est des repas. Il faut les prendre à des heures fixes. Ne pas sauter de repas, ne pas manger tard le soir, 19h maximum. Plutôt cuisiner maison, les produits frais et de saison. Prendre le temps de mastiquer. Mastiquer, c'est très rassasiant. Une collègue médecin qui a effectué une étude auprès de ses patients en les conditionnant à bien mastiquer. Et au bout de cette étude, au bout de 3 mois, les patients ont perdu entre 3 à 10 kilos uniquement après la rééducation à la mastication. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire rien qu'en mastiquant? Ça coûte rien. Et dès qu'on n'a plus faim, il faut s'arrêter de manger. Il faut pas continuer, savoir dire stop. Éviter de boire de l'alcool et de boissons gazeuses. La 4e étape, faire de la musculation. Marcher, 30 minutes par jour. Ou faire de la musculation. 10 minutes du cardio. Et puis 20 minutes de musculation. En résistance, c'est bien. Ça fait développer notre masse musculaire. Et surtout que les muscles sécrètent des substances qui favorise le fonctionnement de l'organisme pour augmenter les dépenses énergétiques, augmenter la masse musculaire et resynchroniser le bon fonctionnement. C'est un secret de perte de poids efficace et durable. Activité physique, à ne pas s'en priver. Et à la fin, ce qui est très important aussi, je vous rappelle, c'est dormir. Qui dort, dîne. Parce que la nuit, les graisses fondent, ce n'est pas la journée. La journée, on est en activité, donc on stocke, on digère, tout l'organisme absorbe. Et la nuit, tout se passe la nuit. C'est là où on va chercher des réserves pour les brûler. Le sommeil est primordial. 8 heures par jour de bon sommeil est primordial pour notre fonctionnement. Mais le sommeil tout au long de la nuit n'a pas la même valeur. Le sommeil de la première partie de la nuit, entre 22h et minuit environ, c'est lui qui est le plus bénéfique pour notre santé, qui nous fait gagner en vitalité dans la journée ensuite. Parce que c'est là où tous les hormones se synchronisent au mieux. Après, nous sommes tous différents. Donc, il n'y a pas de règle, vous avez compris, générale pour tout le monde ne peut pas faire pareil. Nous sommes tous différents, chacun a des besoins différents, nous fonctionnons différemment, nous avons notre vécu différent, nous avons des émotions différentes.
et chacun a son intelligence propre et son vécu et il sait ce qui lui convient. Donc, on ne peut pas généraliser, c'est personnalisé. Alors, pour accompagner notre perte du poids, si nous avons déjà arrangé notre alimentation, nous faisons des courses comme il convient, nous appliquons pour manger en toute conscience, en bien mastiquant, en appréciant nos aliments, nous avons quand même quelques alliés, ce sont des plantes qui nous aident à mieux réguler les fonctions de notre organisme, qui nous permettent donc de mieux réguler l'appétit, de gérer le stress quotidien, pour rééquilibrer l'acidité de l'organisme, pour aider à drainer tous les déchets et à la fin, éliminer les graisses. Les fruits et légumes, évidemment, c'est pourquoi on dit manger frais et de saison, parce que chaque saison a ses couleurs, a ses saveurs. Et les couleurs des légumes, ce sont des polyphénols, ce sont des antioxydants. Chaque couleur des antioxydants a des fonctions et des caractéristiques particulières. Donc, ici, pour avoir un maximum d'antioxydants et de la fonction pour alcaliniser notre corps, lutter contre l'acidité qui est due à l'alimentation déséquilibrée et le stress, ce sont des aliments violets qu'on appelle les anthocyanes, qui se trouvent dans la betterave, dans le chou rouge. On peut les trouver également dans les aronia, dans le sureau, la betterave. Aussi, il y a du resveratrol qu'on trouve dans le vin rouge. Il y a aussi d'autres polyphénols qui ne sont pas rouges. Hein. Il y a kiwi, la mangue, les feuilles d'olivier contiennent plein d'antioxydants, de polyphénols, qui nous aident à améliorer la désacidification de l'organisme. Évidemment, tout ça, en plus des polyphénols, contient plein de micronutriments, des vitamines, des oligo-éléments et les fibres pour nourrir notre flore intestinale. Donc, pour commencer, tous ces produits, soit si notre assiette ne peut pas en contenir suffisamment, on va les trouver dans des acides. La betterave, c'est fantastique comme produit désacidifiant parce que en plus, donc elle contient de la bétanine et de la bétaïne qui, en plus de la fonction désacidifiante, soutient la détoxification hépatique. Le produit, c'est les ingrédients n'ont pas été mis là au hasard. C'est une formule qui est brevetée et secrètement gardée par le laboratoire parce que tous ces ingrédients ont une action synergique pour optimiser la désacidification organisme. Donc, au bout d'un mois, déjà, on sent la différence, on sent qu'on révit, qu'on se désacidifie. Et l'organisme fonctionne mieux. Après, pour réguler notre appétit, parce que nous sommes habitués à manger beaucoup, nous ne faisons pas forcément attention à ce que nous mangeons. Donc, je répète encore, on a des fibres qui sont contenues dans les céréales complètes et dans tous les fruits et légumes que nous mangeons, ce sont des fibres. Nous devrions en manger 30 grammes par jour. Après, évidemment, on en rajoute des fausses, des fibres d'inuline pour la digestion, pour ensemencer un petit peu l'intestin, favoriser le développement de la bonne flore intestinale. Mais la plante vedette, c'est Garcinia cambogia. C'est une plante qui diminue notre appétit parce qu'elle agit sur la gréline, diminue la synthèse de la gréline. Donc le cerveau améliore le signaling, diminue l'appétit, mais évidemment tout ça c'est encore plus efficace si c'est couplé avec alimentation équilibrée. Ça peut être très intéressant chez les femmes en particulier qui sont
en préménopause ou ménopause ou stressées de façon générale, parce que cette garcinia, en plus de diminuer l'appétit, elle agit aussi au niveau du stress et de la fatigue. Avec d'autres plantes qui sont très bons alliés, c'est la Rosa canina, noni et acai, qui augmentent bien la vitalité de personnes. Donc, le fait de changer son alimentation et de vouloir perdre du poids, ça ne va pas nous fatiguer. Ensuite, pour réguler le métabolisme, pour aider le foie à détoxifier tout en le protégeant, pour aider à mieux gérer l'élimination, l'équilibre hormonal et rééquilibrer les sucres dans le sang, on a encore cette Cambogia qui a vraiment action polyvalente sur plusieurs niveaux. Mais aussi très intéressant, c'est le café vert par sa contenu en acide chlorogénique. On a aussi noni qui est encore comme Garcinia revitalisant, qui améliore bien le stress. Rosa canina, encore une fois, qui revient. Et les bêta goji sont en plus très très riches en antioxydants. Je vous ai mis en photo pour voir à quoi elles ressemblent. Et puis, quand on a bien perdu du poids, le corps fonctionne différemment, on a besoin de se régénérer. Des nouvelles cellules se renouvellent. Tous les jours, il y a à peu près 7 milliards de cellules meurent et 7 milliards de cellules se régénèrent. On a besoin donc de soutien des plantes, de nos alliés, pour que cette régénération de l'organisme se passe mieux, pour qu'on garde la vitalité, qu'on ne se sente pas fatigué. Donc ça, c'est tous les fruits et légumes qui ont cette action synergique pour redonner au corps dont il a besoin. Enfin, il suffit qu'on on les mange, on les fournit à notre organisme et lui, il se sert tout seul et il envoie ça là où il a besoin le plus pour se régénérer. Mais en fait, le coup de pouce de Rosa canina ou d'argousier ou de ginseng, de la luzerne qui est très riche en antioxydants, un peu en protéines. Donc ça maintient bien la vitalité. Et en fait, quand on a perdu un peu de bourrelets sur les côtés, pour que la peau se régénère, pour beaucoup plus élastique et qu'on paraisse plus mince tout de suite. Donc ça, c'est génial comme plante, Centella asiatica, qui est bien connue pour les qualités régénératrices. DuoLife a mis tous ces produits en synergie les uns avec les autres de façon vraiment très complète. Il y a Proslimer, donc ça c'est le booster de la perte du gras tout en régulant l'appétit. Et pour éliminer cette graisse que nous n'avons pas, qui vit avec nous ou qui s'accumule d'une année en année. On prend 1 kilo, 2 kilos et on ne sait pas trop. On fait tout, on a l'impression. Et puis, c'est vraiment un coup de boost pour se débarrasser des kilos superflus, mais tout en gardant l'activité physique pour brûler cette énergie qui va être mobilisée dans le tissu du stockage, va revenir dans la circulation, donc il faut l'éliminer. Ça aide bien, mais à condition qu'on bouge. Et en plus, avec Centella asiatica, la peau se régénère encore plus belle. Magnifique produit. Pour garder les fonctions, donc détoxification hépatique, qui est l'usine d'un côté qui fait du gras et de l'autre côté font le gras, plus on élimine tous les déchets et fait fonctionner notre corps en métabolisant toutes les hormones de l'organisme, c'est DuoLife Jour. Il donc permet vraiment de garder la vitalité et avec noni, acai, Suro, ça aide à lutter contre la fatigue pour que nous puissions garder notre activité et puis vraiment se sentir en forme. Et
comme je vous ai dit tout à l'heure, on perd du gras la nuit. Et oui, tout se passe la nuit. Tous les processus du nettoyage de l'organisme, de la régénération, c'est fait la nuit. C'est le foie qui détoxifie, nettoie, il fait tout la nuit. La composition, donc, avec goji, mûrier, chardon-marie, prune et artichaut, betterave, c'est fait pour éliminer toutes les toxines le soir. Et donc ces produits-là, je pense, c'est la gamme qui nous aide au mieux de prendre en charge nos kilos superflus qui sont accumulés peut-être seulement depuis les fêtes, depuis le confinement, ou peut-être un peu depuis plus longtemps, et que nous prenons maintenant la bonne résolution de s'en débarrasser. Il n'est jamais trop tard. Même 5% de perte du poids est bénéfique pour la santé. Au-delà du 10%, il y a vraiment amélioration spectaculaire des fonctions vitales de l'organisme, amélioration donc du cholestérol dans le sang, de la glycémie, de toutes les fonctions vitales, diminution du risque cancer, diminution de la tension artérielle, donc du risque d'AVC ou de problèmes cardiaques ultérieurs. C'est vraiment à tous les niveaux. Même 5% de la perte du poids, c'est déjà bon à prendre. Et je vous remercie de votre attention.